Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Voici tout de suite les titres de ce journal. Au moment où les retraités espèrent percevoir leur pension à la Poste de Libreville, les activités demeurent paralysées. L'association Handicap sans frontières hausse le ton suite à la mauvaise gestion observée au sein de la Fédération nationale des associations des personnes handicapées du Gabon. C'est à suivre dans ce journal avec Marielle Ecom. Je vous le disais en titre, les activités professionnelles au sein de la Poste à Libreville demeurent paralysées pour cause de grève du personnel. Les deux camps se jettent mutuellement la pierre suite à la situation que connaît cette entité au moment où les agents retraités espèrent percevoir leur pension. Le pire est donc à craindre, nous rapporte ici Euphrem Biogoezo. Depuis près de 10 jours, les activités professionnelles demeurent paralysées au siège de la Poste. À notre passage au boulevard du bord de mer ce matin, beaucoup d'agents étaient absents de leur poste de travail. Ici, les guichets sont aux 3/4 vides. Les agents ont clairement déserté leur poste. Pour avoir d'amples explications, nous sommes allés à la rencontre des grévistes. Le gouvernement avait estimé que les gens atteints par la limite d'âge devaient arrêter immédiatement leurs fonctions. Or, à la Poste, c'est l'exception qui confirme la règle. Nous avons un dirigeant qui a largement dépassé l'âge pour lequel il doit être en activité. C'est pourquoi nous demandons fermement que ce dernier arrête toute activité et nous interpellons le gouvernement à prendre ses responsabilités. À cela s'ajoutent les retards multiformes dans les paiements des salaires. Jusqu'à ce jour, près de 800 employés de la Poste sont en attente du paiement de salaire du mois de novembre 2017. Lorsqu'on regarde le Code du travail, le salaire doit être payé à date échue, c'est-à-dire à terme. Malheureusement, nous, la variante qui consiste à nous verser les salaires fait en sorte que nous soyons dépendants largement du seul directeur général qui a le pouvoir de nous verser le salaire quand il le veut, et quand il ne le veut pas, il est en France pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec la Poste. Faux, retorque la direction générale. Les paiements de salaires et autres bonifications attribuées aux agents n'est nullement de leur ressort. Cette mission engage l'État gabonais via le ministère de la Communication ou encore de l'économie depuis que la Poste a engagé son processus de redressement qui est jugé aujourd'hui plus que satisfaisant. Dans une holding avec 5 filiales, Poste Mail, Poste Transfert, Poste Banque, Poste Net et Poste IMO. Il y en avait 5. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était des charges très élevées, fonctionnement comme masse salariale. Et donc, nous avons estimé à un moment donné, par rapport aux résultats qui ont été faits par la commission, réduire d'abord l'organigramme. Nous l'avons ramené à un PDG, deux directions techniques. La direction qu'on appelle son support, donc la DAF, et la direction production qu'on appelle en fait la direction métier. Donc, on voit déjà des efforts de suppression ou de diminution en fait de charges de fonctionnement. Concernant les justificatifs des pièces comptables au sein des filières telles que la Banque postale française ou de la BICIG. Il y a le PDG M. Adandé qui est à la tête. Et les services au quotidien, ce n'est pas M. Adandé, ce sont les agents qui sont en même temps délégués du personnel ou syndiqués. Mais qui sur les comptes au quotidien? Ce sont ces mêmes personnes qui sont sur les comptes au quotidien. Aux commandes de cette entreprise depuis 2015, Michael Adandé est assis désormais sur une poudrière prête à exploser, d'où la crainte d'un embrasement total si on n'y prend pas garde. Le représentant de la direction générale de la Poste reste donc catégorique. Rien pour le moment ne peut être fait sans l'aval du gouvernement. La situation de la Poste est connue de tous. Écoutons-le au micro de Frem Biogoezo. Il faut d'abord faire une distinction entre ce qu'est dans la mesure du possible et le reste. Bien tantôt que des points revendiqués par nos amis, vraiment régler le salaire. Bien tantôt que nous, on n'a pas la maîtrise de nos salaires en ce moment, parce qu'on dépend de l'État par le biais du Trésor. Donc, nous, on ne peut pas dire qu'on ne vous paye pas parce qu'on n'a pas cette capacité-là. C'est l'État qui paye.
Donc sur le plan salarial, c'est normal. Mais nous, la Poste, on n'a pas les moyens nécessaires pour payer ça. Ils nous disent, payez-nous notre bonification sectorielle. D'accord, c'est justifié, ok. Mais nous, au sein de la Poste, on n'a pas les ressources suffisantes pour payer cette bonification. Parce que tout dépend du trésor. Il y a aussi des difficultés. Mais madame, il y a, je dis tantôt que le 22 mars 2016, nous sommes retrouvés dans cette salle aussi, pour pas les mêmes points. Nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'on va payer, mais à condition que les recettes suffisantes, internes, propres, pour payer. Mais madame, la Poste, je ne produis pas. Il n'y a pas de stationnement, il n'y a pas de recettes. Il n'y a pas. C'est justifié en fait. Mais tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant, madame. Malheureusement, tout le monde est au courant. Qu'il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, la Poste n'a pas de recettes propres suffisantes pour payer les salaires à date, pour payer les primes après la modification sectorielle. On n'en a pas. On leur a dit depuis longtemps. On leur dit tous les jours. On se retrouve. Ils le savent. Ils le savent. Son de cloche différent à la SEG. Depuis le 2 novembre dernier, c'est l'accalmie du côté du syndicat national des travailleurs du secteur eau et électricité, Synthé Plus. Les négociations entamées avec la direction générale semblent connaître des avancées significatives. Audrey Mébiam. L'Assemblée générale dite extraordinaire, convoquée par le syndicat national des travailleurs du secteur d'eau et électricité, Synthé Plus, jeudi dernier, portait sur un seul point, à savoir le compte rendu des négociations entamées depuis le 2 novembre avec la direction générale. Les discussions tiennent toujours malgré les obstacles qui entravent le bon déroulement des échanges, lesquels interviennent de la part des dirigeants de la dite entreprise qui manifestent le manque de volonté à négocier. Le point chaud autour de cette table, la gestion discriminatoire des carrières. C'est du moins ce que nous rapporte Von Ngema Jérôme, 1m04, secrétaire général du Synthé Plus. Nous pouvons dire que les discussions se poursuivent, seulement qu'à des moments, il y a des vrais obstacles. Et notre partenaire, la direction générale, à un moment donné, ne montrait pas la ferme volonté de négocier. Parce que le dernier point qui était sur la gestion discriminatoire des carrières, nous avons demandé un certain nombre d'outils avec lesquels ils gèrent les carrières et des ressources humaines. Les documents donnés n'étaient pas sur la liste qui nous a été remise. Et encore, à des points, certains étaient donnés partiellement, avec certaines ratures à des endroits. C'est pas peut-être pour cacher certaines choses. Une attitude qui laisse planer le doute dans l'esprit des syndicalistes. Pourtant, le but de ce tour de table est de trouver des solutions. Et à la question des documents réclamés par les agents grévistes contenant des informations capitales sur la gestion des carrières des travailleurs, des embauches et bien d'autres, toujours aucune réaction de la part de la direction générale. Et enfin, promis nous remettre la totalité des documents selon nous. Et ces documents portent sur quoi? Ces documents portent sur la gestion des carrières, des embauches, des contrats des expatriés, pas contrats individuels, hein, les contrats qui lient la SEG avec CVIE, les volontaires internationaux de l'entreprise, qui sont considérés comme des stagiaires. Mais arrivés chez nous, ils occupent des postes de chef de service, ils sont même mieux traités que les cadres nationaux. Et d'autres ont même des véhicules avec des maisons jusqu'à la Sablière. Pour se poser la question, on veut d'abord comprendre qu'est-ce qui est libellé dans ces différents contrats entre un stagiaire et un cadre local. Vous voyez, cette disparité-là nous pousse à mieux d'abord comprendre ce qui est rédigé dans ces documents. Et nous en avons besoin pour comprendre et mieux discuter. Dedans, nous avions demandé les documents qui gèrent l'intérim, les documents qui gèrent la mobilité, les formations. Et certains documents ne nous ont pas été remis. Donc hier,
aux assises d'hier. La DG a enfin promis de nous les donner vendredi et c'est ce qu'on attend. Retenons que sur les 7 points inscrits dans le cahier de charge, 5 à ce jour ont trouvé ou sont en cours de satisfaction. Il est à rappeler que le mouvement de grève est en suspens et donc pourrait reprendre dans les jours à venir en cas de non-satisfaction totale des points d'achoppement. Les associations membres de la Fédération nationale des associations des personnes handicapées du Gabon ont tenu aujourd'hui un point de presse suite à la situation inconfortable qui prévaut actuellement au sein de cette communauté. Le récit de Marielle Ecom. Visage courroucé, mais avec une oreille attentive, ces membres de l'association Handicap sans frontières, affiliés à la Fédération nationale des associations des personnes handicapées du Gabon, fustigent la gestion actuelle de cette fédération. Régis Mindou, président de la dite plateforme, est de facto pointé du doigt. À l'accession de M. Régis Mindou à la tête de la fédération, cette structure avait une subvention annuelle de l'État de 25 millions de francs CFA, la gestion de l'espace Samba en Zrayon, dont les loyers s'élèvent à 1 500 000 francs CFA par mois, et la gestion de l'espace commercial aux Anguais avec des loyers de 300 000 francs CFA par mois. Avec de tels revenus, M. Régis Mindou n'arrive pas à justifier l'expulsion de la fédération de son siège de la cité Damas et par conséquent, une fédération sans domicile fixe depuis plusieurs mois déjà. Autre point qui fâche, celui de la réduction, puis la suspension de la subvention annuelle de l'État, passée de 25 millions de francs CFA à 0 francs CFA en 2017. De la cité Damas et par conséquent, une fédération sans domicile fixe depuis plusieurs mois déjà. Pour ce qui est de la subvention annuelle de l'État que M. Régis Mindou a trouvé à 25 millions de francs CFA, et pour n'avoir pas su défendre la dite subvention pendant les conférences budgétaires, cette subvention a été revue progressivement à la baisse, de 25 millions à 20 millions en 2013, de 20 millions à 15 millions en 2014, de 15 millions à 7 500 000 francs en 2016 et de 7 500 000 francs à 0 francs CFA en 2017. Ceci révèle une incompétence manifeste de M. Régis Mindou et de son bureau. Pour l'association Handicap sans frontières, cette incompétence peut également se traduire dans l'incapacité du bureau fédéral d'organiser la journée nationale des personnes handicapées, commémorée le 3 décembre de chaque année. Cette incompétence se manifeste encore dans l'incapacité du bureau fédéral d'organiser cette année la journée nationale des personnes handicapées le 3 décembre, de proposer une candidature des personnes handicapées aux élections de renouvellement des membres du Conseil économique et social. Bref, la Fédération des associations des personnes handicapées brille aujourd'hui par l'immobilisme caractérisé. La modification des statuts et règlements de la fédération ont aussi été des points abordés au cours de cet échange avec la presse. L'immobilisme caractérisé. Le président de la fédération, Régis Mindou, en modifiant les statuts et règlements intérieurs de la fédération, sans en rendre compte au ministre de l'Intérieur, ne pouvait pas se permettre de créer des emplois fictifs au relent ethnique sans attendre une notification préalable, sous-traiter les activités de la fédération à travers un directeur technique du siège en la personne de Marc Ulrich Malek. Ce dernier à qui la fédération verse un salaire de 400 000 francs n'est ni handicapé, ni un travailleur social, encore moins un psychologue ou un sociologue du handicap. Qu'est-ce qui justifie un tel traitement alors que plusieurs handicapés sont au chômage pour quelqu'un qui a fui son métier de journaliste pour venir semer la zizanie dans les... Par ailleurs, pour que l'accalmie regagne la communauté des personnes handicapées, les exigences suivantes ont été formulées. Pour que la sérénité et l'apaisement reviennent au sein de la communauté des handicapés et au sein de leur fédération, nous exigeons le départ sans condition
de M. Marc Ulrich Malepou, dont la preuve de sa plus-value dans la fédération ne nous est pas administrée jusqu'à ce jour. Aussi, pour que les revenus des afférents profitent à toute la communauté des personnes vivant avec un handicap d'une part, et pour imposer une certaine orthodoxie dans la gestion des deniers publics d'autre part, nous suggérons à Monsieur le ministre d'État de recevoir le bureau de la fédération avec les derniers présidents et les présidents des différentes associations qui composent la fédération. Je vous remercie. Créée en février 2002 avec pour objectif d'être l'interface entre les associations des handicapés et les pouvoirs publics, la Fédération nationale des associations des personnes handicapées du Gabon reste plongée depuis lors dans un climat de tension. On en vient à présent à parler de l'insécurité à Libreville. Les circonscriptions du 6e arrondissement tentent d'y apporter des solutions appropriées. À l'issue d'une réunion de crise, les chefs de quartier et les jeunes des 10 quartiers sont parvenus à la mise en place des comités de surveillance et des brigades anti-braquage. Un vaste programme. Arnaud Babekong. La question de l'insécurité dans les quartiers sous-intégrés et périphériques de la capitale gabonaise est aujourd'hui préoccupante, mais celle liée aux méthodes d'y faire face efficacement l'est davantage. Fort heureusement, les habitants des 10 quartiers tentent tant bien que mal de s'organiser avec les moyens du bord. C'est le cas des quartiers PK8 et Siban dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville qui ont créé des comités de vigilance à l'issue d'une réunion dite de crise. Franchement, les uns et les autres se sont reconnus en leur tort, que ce soit les jeunes, et que ce soit les parents. Tout le monde, nous avons reconnu que les parents ils se sont dit qu'il y a les parents qui ont démissionné aux obligations de leurs enfants. Et aux enfants, d'un certain âge, ils ont poussé que c'est les autres, peut-être les plus bas, qui amènent les gens qui viennent d'ailleurs pour venir braquer par ici. Alors nous tous nous sommes trouvés en commun accord pour que ceux qui soient là soient ridicules. L'objet c'était l'insécurité. L'insécurité parce que chez nous ici là, Sibantoua, il y a vraiment de l'insécurité. Et c'est pour cela il y a le braquage, il y a le vol. Et j'ai voulu attirer l'attention à toute la population. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette espèce de réunion cet après-midi. En étroite collaboration avec le cercle de réflexion des jeunes dynamiques des circonscriptions concernées, la réunion conjointe a abouti à l'adoption d'actions fortes, parmi lesquelles la mise en place d'une brigade, non pas de gendarmerie, mais une brigade composée essentiellement d'autres jeunes pour lutter contre ce fléau grandissant partout à travers le territoire national, précisément dans la circonscription concernée. Le modus operandus de cette brigade consiste premièrement à la segmentation de la circonscription en zone de surveillance, à la tête de laquelle il y a un mâle très bon, donc un sujet masculin, faisant office de chef de brigade, qui aura la responsabilité de traquer avec ses agents d'autres jeunes qui excellent dans le braquage ou le vol. Une expérience, si elle s'avère élogieuse, pourrait être imitée par d'autres circonscriptions communales de Libreville. À Port-Gentil, les habitants du quartier derrière Bontsatsa sortent progressivement du cauchemar dans lequel ils étaient plongés à chaque tombée de pluie. Un élu de cette localité a entamé des travaux pour remédier à la situation. Le récit de Nancy Berkouna. Enclins au problème d'inondation et surtout d'accès en saison de pluie, les habitants de derrière Bontsatsa peuvent enfin soupirer, car c'est un véritable ouf de soulagement pour ces derniers qui viennent de bénéficier d'une opération de remblai, initiative de Marc Tchango. On encourage Marc Tchango. On encourage encore que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on doit le soutenir jusqu'au bout. Et cette fois-ci, Marc, on te remercie encore. Et Marc Tchango continue et nous, les jeunes du 4e, on sera avec toi jusqu'au bout. Ici, là, quand tu es malade, on te pousse dans la brouette. Vous voyez mon poids là, non? Dans une brouette, est-ce qu'on peut me pousser? C'est difficile, non? Je félicite Marc Tchango. Tchango, on veut même lui voir. Dites-lui qu'on veut lui voir. Le peuple, Aline Mandji veut raconter Marc Tchango pour l'action qu'il fait là. Il a eu pitié du peuple gabonais qui est en train de pleurer. Monsieur Tchango, que Dieu te garde, prolonge ta vie, te donne beaucoup d'argent pour venir nous aider, nous le peuple. Nous sommes en train de pleurer. Regardez les maisons, il n'y a plus de locataires, nous souffrons.
On est dans l'eau, mais tu es venu nous aider, que Dieu te bénisse. C'est grâce à un collectif récemment né dans cette partie de la ville, prenant en main les problèmes de leur quartier, que cette action a été rendue possible, d'où le mot de la responsable. Bon, pour le moment, nous avons essayé de voir avec 25. 25 qui va faire le trajet de Victor Hugo et l'entrée de la mosquée en allant derrière Banzanza. Nous avons eu l'offre de monsieur Marc Nchango qui nous vient en aide pour un premier temps. Et nous allons continuer la suite. Vraiment, nous le remercions. Je suis très contente, mais je ne saurais pas m'exprimer vraiment cette joie. Ouais. Soulignons que cette opération est la première d'une série, le dit mouvement étant déterminé à aller à bout des difficultés qui les accablent, avec l'appui du bienfaiteur Marc Nchango. Toujours à Port-Gentil, on reste dans le même registre. Dans la zone dite pavée, à la moindre averse, la zone est envahie par les eaux, contraignant les populations à retirer ces pavés pour permettre une meilleure circulation des eaux. Iriel Nansimberkuna. Le sempiternel problème d'inondation à Port-Gentil continue de faire parler de lui. Ici, nous sommes sur la nouvelle route en pavé située entre le Printemps et la route dite Codev. Les populations, pour se débarrasser des eaux qui sont entrées jusque dans les habitations, se sont vues contraintes de détruire les pavés à certains endroits au fin de permettre la circulation de celles-ci. Samedi, nous avons été inondés, quasiment toute la maison, toutes les pièces de la maison, les chambres y compris. On a été obligés de se faire une tranchée là. Apparemment, c'est vu quand il pleut, l'eau rentre dans les maisons. Voilà pourquoi on était obligé d'enlever les pavés pour évacuer de l'eau. L'eau n'avait plus d'issue. Après avoir installé cette route, l'eau n'avait plus d'issue. Et je pense bien que les ingénieurs que nous avons, de BTP, ils doivent d'abord faire une étude de faisabilité avant d'installer cette route. Oui, ça a été démonté parce qu'il y a de l'eau qui afflue de partout. Donc c'est le travail qui a été mal fait. Les pavés ont été très mal faits d'abord de part d'autre. Ici, là, vous voyez que là, il y a des caniveaux là. Ils n'ont pas pu faire des buses qui peuvent descendre au caniveau pour que lorsque les eaux déferlent de là-bas, ça descend ici. Rien à faire. Selon ces derniers, cette zone s'inondait comme partout dans la ville de Port-Gentil, mais les eaux n'avaient pas accès dans les maisons. Avant l'arrivée de la route, il n'y avait pas de l'eau qui rentrait dans les maisons. Mais depuis qu'il y a eu cette route, on a maintenant les pieds dans l'eau, c'est pas normal. Mais maintenant, quand il pleut, l'eau stagne et puis jusqu'à inonder, rentrer même dans les maisons. En temps, ce phénomène-là, on n'avait pas ce phénomène. L'eau restait sur la cour. Et après la pluie, l'eau partait automatiquement. Non. Les eaux s'arrêtaient par là-bas. Les eaux s'arrêtaient par là où il y a les caniveaux. Mais lorsqu'arrivait maintenant les caniveaux, maintenant, tout est bloqué. Et vous avez vu devant, par exemple, c'est pareil. Moi, je ne sais pas pourquoi ils font des travaux sans expertise. Situation qui aurait des conséquences sur les concernés, à l'exemple de cette dame, aujourd'hui malade pour avoir mis les pieds dans l'eau. Jusqu'au genou. Regardez là-bas, l'eau là qui reste là-bas. C'est juste que je peux même dire jusqu'au cuisse. Et ça rentre, tout ça là, toutes les maisons là étaient pleines d'eau. Maman, on vide, c'est comme si on ne vidait pas. Comment nous allons faire? On n'a pas demandé qu'on nous fasse la route là, quand la route là n'existait pas. Il n'y avait pas d'inondation ici. Un problème que le maître d'ouvrage devrait regarder de plus près en vue de trouver des solutions palliatives. À Libreville, 300 femmes urbaines ont pris part aujourd'hui à une réunion consultative sur l'identification et l'analyse des besoins en formation sur la transformation des produits agricoles, une initiative de la FAO en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, a réuni 300 femmes urbaines dans la salle des fêtes de la mairie du 3e arrondissement de Libreville pour des échanges afin de déterminer leurs besoins en formation sur la transformation des produits agricoles selon les différents profils de femmes. On ressent un réel besoin, les femmes expriment un besoin réel d'être formées dans les activités agricoles, en formation initiale et en perfectionnement. Au terme de la première rencontre, on peut noter l'engagement des femmes
leur disponibilité à suivre des formations. On ressent un réel besoin, les femmes expriment un besoin réel d'être formées dans les activités agricoles, en formation initiale et en perfectionnement pour celles qui sont déjà dans le domaine. Cette formation à la demande de l'État gabonais s'inscrit en droite ligne des objectifs stratégiques de la FAO. Elle devrait permettre aux femmes urbaines de développer des activités entrepreneuriales en créant des structures de transformation des produits agricoles. Nous sommes avec des femmes urbaines parce qu'on considère que le chef de l'État, lorsqu'il a décrété qu'il a été décidé que l'horaire de travail en République gabonaise soit revu et rapporté à 15h30, c'est parce qu'il avait été estimé que les femmes hommes pouvaient s'adonner à d'autres activités. Du nombre des autres activités qui peuvent être faites par les populations qui déjà sont occupées d'abord à une activité professionnelle, eh bien se trouve l'agriculture. On peut avoir son potager, on peut avoir sa bananeraie, qu'on ne serait plus obligé d'attendre le week-end pour aller visiter. Donc, nous sommes ici en présence de la population urbaine et justement nous essayons de voir dans quelle mesure, tout en étant citadines, elles peuvent s'adonner à l'agriculture, soit pour faire une agriculture de subsistance, soit pourquoi pas envisager un dispositif plus entrepreneurial en créant une structure de transformation de produits agricoles. De ces échanges interactifs seront tirés un rapport qui sera remis à la commandite. Des échanges entre la FAO et le ministère de l'Agriculture permettront ensuite de décliner les politiques publiques dans le secteur agricole en termes de renforcement de capacité. Je remercie vraiment la FAO de nous avoir d'avoir pris l'initiative de nous consulter pour nous dire un peu comment ils vont organiser les formations. Parce qu'avant, ça ne se faisait pas ainsi. On vous appelait, on donne des formations sans consulter la base, donc les femmes rurales aujourd'hui. Maintenant, je suis vraiment satisfaite du fait qu'on nous consulte d'abord et ensuite on pourra suivre les formations. Les acquis attendus de cette formation sont nombreux, notamment une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'amélioration de la qualité de produits transformés et une autonomisation de la femme urbaine. Au chapitre politique, le Bloc démocratique populaire a déclaré sa vision politique pour le Gabon à quelques jours des fêtes de fin d'année, occasion pour ses responsables de fustiger le comportement de certains leaders politiques. Euphrem Biogoezo. Face aux hommes et femmes des médias, le Bloc démocratique populaire a essayé tant bien que mal de décrypter l'atmosphère politique nationale de ces dernières années, partant de la gouvernance de feu président Léon Mba jusqu'à l'actuel président Ali Bongo Ndimba. Cette étrange monopoliste, mélange de genre et de compromission récurrente, a retardé et hypothéqué depuis 60 ans le développement du Gabon. Comprenez donc toute la difficulté des populations et des politiques de la société et de toute la société gabonaise, globalement considérée assortie du champ de l'injure, de l'invective, de l'intérêt égoïste et de la casse au profit du débat politique et idéologique fondé sur un projet de société. Il faut un vrai débat de modèle, projet contre projet. Selon le président de cette formation politique, plusieurs leaders ont notamment du mal à pouvoir se faire distinguer sur le terrain. Beaucoup usent en effet de ruses pour camoufler leur réelle appartenance politique, un jeu qui s'avère dangereux pour notre jeune démocratie. Depuis quelques semaines déjà, l'actualité est à la commémoration du cinquantenaire de la mort du président Léon Mba. L'autre actualité forte, c'est également l'organisation du 11e congrès du Parti démocratique gabonais. Mais tous ces événements sont un tout petit peu surplombés par la même actualité que nous vivons depuis un peu plus de 18 mois déjà. Je suis presque tenté de dire depuis 24 mois, c'est-à-dire l'élection présidentielle de 2016. Il y a eu des vagues avant, il y a des vagues après. Et dans ce cadre, je suis presque tenté encore de dire, d'interrogations permanentes renforcées par des inquiétudes multiples, le Bloc démocratique populaire a voulu participer à sa façon, avec beaucoup de responsabilité, parce que nous nous posons des questions. Je suppose que c'est également les mêmes questions que se posent tous les citoyens gabonais. Où va le Gabon?
selon quels critères est-ce que les hommes politiques aujourd'hui sont jugés? Quels sont les éléments qui meublent le substrat politique national? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle du Gabon, on voit quoi? On se réfère à quoi? Des interrogations qui vont très vite avoir des réponses, car certaines personnes y pensent déjà. Nous sommes pour un système binaire, gage d'une opposition vertueuse. Qu'est-ce que donc l'opposition vertueuse? C'est le jeu politique, c'est que le jeu politique doit se faire sur la base des principes républicains, à partir des outils, des moyens légaux et égaux dans le respect mutuel. Concluant leurs propos, les responsables du BTP ont réaffirmé leur adhésion à la vision politique du chef de l'exécutif. La parution dans l'Union du lundi 4 décembre 2017 d'un manifeste dont les auteurs, tous militants du PDG, Parti démocratique gabonais, mais appartenant à une tendance dénommée Action et Perspective pour le président de la République, n'est surtout pas du goût du secrétariat exécutif qui condamne avec la dernière énergie cette démarche. Écoutons Eric Dodo Bougenza. Le Parti démocratique gabonais condamne avec la dernière énergie cette démarche qui relève de l'indiscipline notoire. Voilà pourquoi un avertissement est infligé aux auteurs de ce document conformément à l'article 154 des statuts. En effet, le fonctionnement actuel du Parti démocratique gabonais ne peut plus s'accommoder de ce genre de sortie intempestive assimilable à une tentative de déstabilisation et de démobilisation ayant pour objectif majeur de faire obstruction à la mise en œuvre de la nouvelle vision du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Dans ce sens, comment comprendre qu'après le regain d'enthousiasme enregistré lors des conseils provinciaux où les militants du parti, tous grades confondus, se sont mobilisés pour adhérer à la nouvelle vision du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, de telles sorties insolites, au dessein inavoué, soient entreprises, alors que les très hautes instructions du distingué camarade président accordent plutôt les débats d'idées en interne et non à travers des sorties de pistes cavalières. Camarades, le moment choisi subtilement par les auteurs de ce manifeste, à quelques jours du 11e congrès ordinaire avancé de notre grand parti, s'assimile à une manœuvre de diversion intolérable et injustifiable. Militantes et militants, dans le contexte actuel où le parti est engagé dans des réformes profondes devant le conduire à se régénérer et à se revitaliser, la discipline doit donc, plus que par le passé, être l'apanage du bon militant. Le respect scrupuleux de la discipline du parti doit se traduire notamment par le refus de porter atteinte à l'unité et à la cohésion du parti. Par ailleurs, l'utilisation du logo du parti comme en tête de cette déclaration est inacceptable, car ce logo, propriété inviolable de tous les militants, est le symbole fort de notre parti dont personne ne peut s'approprier pour satisfaire des intérêts individuels. Seuls les organes centraux et locaux, régulièrement reconnus, sont habilités à l'utiliser. Aussi, le Parti démocratique gabonais lance un avertissement solennel à tous les signataires du dit manifeste de se soumettre aux dispositions précédentes. Ainsi, les camarades dont les noms auraient été insérés sans leur accord
dispose de 48 heures pour apporter un démenti ou une confirmation dans les mêmes formes. Le Parti démocratique gabonais rappelle à tous les camarades qui seraient tentés d'entreprendre une démarche similaire ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à l'unité et à la cohésion de notre formation politique, qu'ils s'exposeront immédiatement aux sanctions disciplinaires prévues par nos statuts. Le Parti démocratique gabonais rappelle que le secrétariat exécutif, appuyé par l'ensemble des militants, a entrepris de traduire en actes, à travers des réformes essentielles et dynamiques, la nouvelle vision du distingué camarade président. La tenue des conseils provinciaux et du 11e congrès ordinaire avancé procède de cette volonté. C'est pourquoi le Parti démocratique gabonais s'étonne que des camarades, se disant responsables, choisissent délibérément ce moment important pour tenter de fragiliser l'unité et la cohésion de notre grand parti. Hors de nos frontières, le président Donald Trump a informé son homologue palestinien Mahmoud Abbas de son intention de transférer l'ambassade des États-Unis en Israël à Jérusalem, selon l'autorité palestinienne. Une décision très redoutée par de nombreux pays de la région. Presse internationale. Donald Trump va-t-il passer outre les mises en garde de la communauté internationale? Un an après son élection, il pourrait devenir le premier président américain à reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, au risque de provoquer la colère des Palestiniens et des pays arabes. On ne restera pas silencieux, il va y avoir des problèmes. Il ouvre une nouvelle guerre avec tous les Arabes et tous les musulmans. C'est une grosse erreur de sa part. Jérusalem, c'est l'épicentre du conflit israélo-palestinien. L'État hébreu en a fait sa capitale, annexant il y a 50 ans la partie arabe de la ville contre l'avis de la communauté internationale. Jusqu'ici, les États-Unis ne reconnaissaient pas la souveraineté israélienne sur la cité, estimant que son statut doit être négocié avec les Palestiniens. Lors de sa visite à Jérusalem en mai dernier, Donald Trump avait pourtant choisi de se montrer à l'écoute des deux camps, prêt à offrir son aide pour relancer le processus de paix. Je veux obtenir un accord de paix. La paix, ce serait très bien. Les États-Unis pourraient bientôt devenir le seul pays du monde à disposer d'une ambassade à Jérusalem, sur ce terrain en bordure de la ville. Cette possibilité suscite l'inquiétude de nombreux pays. Hier soir, Emmanuel Macron a appelé Donald Trump pour lui dire toute sa préoccupation. L'Union européenne, l'Arabie saoudite ou la Turquie de Recep Erdogan ont également mis en garde les États-Unis. Le gouvernement israélien, lui, y voit une occasion historique, mais ses citoyens sont partagés. Je comprends les Palestiniens, mais c'est notre capitale, il faut qu'ils l'acceptent. Je ne crois pas que les Israéliens aient envie d'une escalade, sans compter qu'on risque de perdre la relation qu'on a tissée récemment avec les pays arabes modérés. Si le président américain confirme ses intentions, il prend deux risques. Celui d'un embrasement à Jérusalem-Est et dans les territoires palestiniens, et celui d'enterrer le plan de paix sur lequel il dit travailler depuis des mois avant même de l'avoir présenté. Retour à Libreville pour parler de cette pratique. Les amoureux et adeptes de yoga sont invités à prendre part à une série de stages organisés par la fondation L'Art de Vivre à partir de ce samedi. Ce sera au club Saouti de Libreville. Pour mieux vous en informer, nos reporters sont allés à la rencontre de celle qui a la charge de cet événement. Écoutons ce récit de Euphrem Biogoetso. En haut, en bas, en haut, en bas. Comment lutter et chasser le stress tout en le gérant de façon saine et naturelle, c'est ce que se propose d'offrir aux populations le docteur Itechini, juge sûr, à travers une série de stages à Libreville, quant aux techniques, elles demeurent anciennes, avec pour intituler L'Art du Bonheur. Elle, qui depuis quelques années consacre tout son temps au sein de la fondation L'Art de Vivre, et cela au bénéfice des patients à travers le monde. Cette fondation est installée dans près de 155 pays et compte des milliers de membres. Des techniques de respiration pour éliminer le stress et les tensions, des connaissances pour améliorer les relations à la maison et au travail, de la sagesse ancienne dans un contexte
actuelle. On fait des ateliers qui comprennent beaucoup de techniques de respiration, parce que la respiration, elle est connectée avec nos émotions. Et si on connaît comment gérer la respiration, travailler avec la respiration, on peut arriver à éliminer les émotions négatives, se déstresser, décompresser et plus être dans le moment présent. Le point central de ce stage, qui s'ouvre dans moins de 3 jours à Libreville, va se reposer sur le Sundarshan Kriya, une puissante technique qui incorpore des rythmes naturels et spécifiques de respiration pour se libérer du stress et purifier le système entier en libérant les toxines au niveau cellulaire. On a des programmes spécifiques qu'on enseigne au niveau scolaire, pour les élèves, les étudiants, les enfants qui sont dans le milieu scolaire, qui veulent gérer le stress, leurs émotions et ne savent pas quoi faire parce qu'on les a jamais enseignés. Alors le programme dans ce cas-là s'appelle Yes for Schools et on enseigne aux États-Unis, au Canada et maintenant on a débuté en Afrique du Sud aussi dans les écoles. Et comme ça, il y en a beaucoup de programmes. Il y a des programmes au niveau corporatif, même pour les gestionnaires, les chefs d'État, les programmes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vit le stress. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Ces techniques anciennes du yoga sont destinées à toutes les couches de la société, que l'on soit malade, en détention ou plus ou moins stressé. Un seul numéro d'appel, le 06 00 58 34. Et puis avant de refermer cette édition d'information, nous ouvrons notre rubrique Expression libre. Cette question vous a été posée aujourd'hui par Yasser Nicolas Ndong. Quel souvenir gardez-vous de la légende du rock français Johnny Hallyday, décédé dans la nuit d'hier à l'âge de 74 ans? C'est un musicien que je connaissais depuis. Ce que je me souviens de lui, c'est quelqu'un que moi-même j'aime beaucoup. Mes grands frères qui ont souvent payé leur CD. Donc c'est par là que je connais Johnny Hallyday. Donc on paie à son âme. Voilà, donc moi je le connais quand j'étais petit. Et c'était un musicien qui donnait vraiment la musique c'est ce qu'on appelle blues en anglais. Oui. Voilà, le blues là, ça fait souvenir pour... Si tu es là souci, mais si tu es assis et tu es un peu... tu penses comment la vie ça passe. Voilà, c'est ce que j'ai... chanteur, bon, non, aucun, vous dire, mais bon, juste la seule chanson que vous connaissez de lui, c'est Allumer le feu. Donc, je sais pas trop. La musique, c'est pas trop ma passion. C'est vraiment ça, moi, la musique, c'est pas trop ma passion. Est-ce que vous n'avez pas un souvenir de Johnny Hallyday par rapport à tout ce qu'il a fait? Johnny Hallyday. Quel souvenir gardez-vous de Johnny Hallyday qui est décédé hier à l'âge de 74 ans? Je ne connais pas Johnny Hallyday. Peut-être aucun souvenir parce que c'est un chanteur que je ne connais pas. Je peux entendre parler, mais je ne connais pas. Donc, avoir un souvenir de là, comme ça, je ne vais pas vous le dire. Clap de fin pour cette édition d'information réalisée avec beaucoup de délicatesse par Patrick Zuessima. Merci à tous de l'avoir suivi, mais surtout, merci de votre fidélité.